moi, je vis une expérience de l'association en tant que médiateur entre l'artiste et son public. Et Arkan est une association pour la promotion de l'art et la sauvegarde du patrimoine. Elle a été créée par des citoyens qui ont le souci d'aider la nouvelle génération d'artistes et de leur faire éviter tous les écueils que nous avons eus quand on a démarré notre campagne. Nous avons commencé par essayer d'aider le jeune artiste qui sort au marché, qui sort à la vie et qui ne connaît pas le réseau, qui ne connaît absolument rien du tout sauf la création de son œuvre. Nous avons, en tant que médiateur, essayé de le mettre en contact avec un espace d'exposition, parce que l'espace d'exposition, c'est le premier contact qu'il peut avoir avec son public. Nous avons eu la chance d'avoir à investir la cathédrale de Casablanca. Nous en avons fait un espace d'exposition et nous avons drainé tous ces jeunes et on les a mis avec des gens plus expérimentés. Ça n'a pas été toujours facile pour essayer de créer une émulation. Puis par la suite, on est allé beaucoup plus loin. On a considéré qu'il faut autre chose à ces artistes pour qu'ils puissent arriver. Il leur faut se frotter un peu à l'expérience internationale. Et c'est comme ça qu'on a essayé de les envoyer dans des résidences. La résidence est un outil extrêmement intéressant qui peut faire un pas et qui peut constituer une étape très très importante pour l'évolution de l'artiste concernant d'abord le développement de son travail et son orientation vers le marché. Parce qu'une fois qu'il est dans la résidence, il rencontre des artistes qui l'orientent un peu, qui lui font bénéficier de leurs expériences, ils lui montrent quelles sont les galeries avec lesquelles il travaille, quels sont les musées où il se place, quels sont les marchands d'art avec lesquels il travaille. Et c'est comme ça que non seulement il développe son travail, ses techniques, mais il développe aussi son réseau. Et nous n'avons pas pu envoyer beaucoup d'artistes à l'étranger malheureusement parce que c'est très compliqué, c'est très coûteux et des fois ils n'ont pas de passeport, ils n'ont pas de visa et quand ils viennent, ils risquent de ne pas retourner. Donc on a changé un petit peu le rythme et on a commencé à organiser les résidences ici au Maroc. On fait venir des artistes du monde entier, des 5 continents. On a focalisé un petit peu sur l'Afrique et à chaque fois c'est une relation avec évidemment les artistes du pays. Et aujourd'hui, nous constituons un outil de médiation, un médiateur important pour l'art africain. Aujourd'hui, beaucoup d'artistes africains viennent à nos résidences parce qu'une fois qu'ils sont à la résidence, ils bénéficient de tout un accompagnement, ils bénéficient de tout un ensemble de soutien et par la suite on leur organise une exposition au Maroc, c'est Arkan Africa, qui est à sa 4e édition aujourd'hui et on a été à la COP 22 où on a occupé 500 mètres carrés où il y avait 50 artistes de beaucoup de pays et donc aujourd'hui, la Arkan Africa a une notoriété beaucoup plus importante dans les pays d'Afrique qu'ici au Maroc parce que les artistes sont convaincus que ça constitue une médiation extrêmement importante pour eux. Autre volet de l'Arkan, des activités de Arkan, c'est que nous avons un centre à Ain Sebaa et nous engageons aujourd'hui une expérience pilote sur 2 quartiers seulement, Ain Sebaa et El Hay Mohammadi. Nous allons à la recherche des talents artistiques dans ces 2 quartiers. Et nous prenons, ça peut être des femmes, des jeunes, des moins jeunes, nous les prenons avec nous, nous leur assurons des formations complémentaires, nous les mettons en contact avec d'autres artistes, ils participent avec nous à des résidences et le résultat, ou bien c'est des artistes potentiels et on les pousse et ils vont devenir peut-être, j'espère, des artistes de carrière, ou bien s'ils n'ont pas la chance d'aller jusqu'au bout, s'ils n'ont pas les disponibilités ou la disposition, alors à ce moment-là, on les oriente vers des activités artistiques génératrices de revenus. Et c'est pour nous le moyen
de parer et de combattre et de lutter contre la précarité, contre la marginalisation et les dérives. Parce qu'un artiste, par exemple, qui essaye avec nous la photo et qui n'arrive pas à aller jusqu'au bout, peut au moins faire un appareil où il peut, il peut aller faire des photos publicitaires, il peut constituer une petite entreprise avec quelqu'un. Et la même chose pour la sérigraphie ou pour la gravure ou pour la peinture. Donc, c'est notre manière de faire le médiateur entre ce petit artiste de rien du tout vers un artiste de carrière ou un artiste qui en fait une activité génératrice de revenus. Voilà en gros les deux orientations de notre association dans ce domaine. On connaît que l'artiste a un environnement bien déterminé et il a absolument besoin d'entrer en relation avec cet environnement. Bon, il y a d'abord la formation au départ, l'école des beaux-arts qui fait, etc. Puis par la suite, il sort, il a son atelier, puis après l'atelier, il va vers tous ces intermédiaires qui lui permettent d'aller vers son public et de communiquer. Et pour atteindre justement son public et pour pouvoir communiquer, il y a ce que l'on appelle un réseau. Et ce réseau est constitué de plusieurs intervenants. Il y a tout d'abord ceux qui font la cote ou la cotation d'un artiste, c'est-à-dire qui déterminent la valeur matérielle de sa création qui est en fait immatérielle. Et là, ce sont les regards qui sont portés par les critiques d'art, les jugements qui sont faits par les critiques d'art. Ce sont aussi les médias qui interviennent, il y a la radio, la télévision, la presse, et la relation de l'artiste et de son œuvre avec les critiques d'art et les médias construisent un peu la valeur financière de son travail. Et puis, bien sûr, il y a tous ceux qui contribuent à la diffusion de son œuvre d'art, à commencer par la galerie, les centres d'exposition, les musées, les marchands d'art. Et c'est là où il y a un problème lorsqu'on parle un petit peu de pouvoir financier. Le marchand d'art, la galerie interviennent pour déterminer la valeur financière et pour déterminer le pouvoir, évidemment, financier de l'œuvre d'art. Et c'est là où on a assisté au Maroc, malheureusement, à des choses qui ne sont pas toujours très heureuses. Il y a eu la fabrication de bulles, c'est-à-dire que l'on prend un artiste qui n'est pas connu, qui n'a pas de cotation, et on essaie de lui faire produire tout un ensemble d'œuvres d'art, et on fait travailler des leviers de spéculation de manière à ce qu'on lui donne une valeur fictive, et on gonfle évidemment la valeur de cette œuvre d'art, et on gonfle son pouvoir financier et économique fictif, et à la fin, lorsque les collectionneurs achètent ces œuvres, ils se rendent compte après quelques temps qu'en fait c'est une valeur fictive, et ça a été l'un des facteurs déterminants pour détruire et pourrir un peu le marché des arts plastiques au Maroc, puisque les collectionneurs ont totalement perdu confiance en la cotation et en la valeur de l'œuvre d'art marocaine, et ils se sont orientés vers des œuvres d'art internationales qui, évidemment, bénéficient d'un encadrement plus organisé, d'un encadrement plus crédible. Et le collectionneur, quand il achète une œuvre, il investit quelque part, et il voudra être certain que la valeur de l'œuvre qu'il a pu acquérir correspond évidemment à une valeur déclarée. Et là, il faut parler d'un acteur très important concernant le pouvoir financier et économique, concernant la médiation, c'est la banque. La banque, jusqu'à aujourd'hui, est très
n'est pas très engagée concernant l'octroi des crédits dédiés à l'œuvre d'art. La banque ne prévoit pas de ligne pour encourager l'œuvre d'art et c'est malheureux parce que ça aurait pu, comme dans d'autres pays, être un facteur de développement d'achat et d'acquisition d'œuvres d'art, comme pour les automobiles qui sont des biens évidemment matériels. Ça n'est pas encore arrivé au Maroc comme on le souhaite. D'un autre côté, il n'y a pas de motivation étatique. On aurait souhaité, il y a d'ailleurs une loi au Maroc qui accorde ou qui astreint ceux qui réalisent des immeubles de réserver 1% du coût de l'œuvre à l'acquisition d'œuvres d'art. Et malheureusement, ça n'est pas appliqué et l'État non plus n'investit pas, n'achète pas pour ces musées. Il est malheureux quand même qu'il y ait un musée au Maroc et qu'on demande aux artistes d'offrir des œuvres au musée, alors que normalement dans tous les pays du monde, le musée est là pour acheter, pour encourager l'œuvre d'art. Donc le pouvoir financier et économique est déterminant dans le cadre de la médiation à encourager et à développer l'art. Et il y a beaucoup de choses à faire au Maroc, surtout. Alors, la deuxième question concernant la médiation et le pouvoir politique, elle me fait penser à quelque chose d'essentiel qui est la volonté politique. La volonté politique, évidemment, détermine la valorisation de l'art et facilite le travail à l'artiste qui a besoin, évidemment, de tout un ensemble d'intermédiaires pour pouvoir affirmer son art. Et il n'y a pas de développement de l'art, ni de l'artiste, ni de la médiation, sans une émancipation matérielle de cet artiste. Et cette émancipation matérielle, elle peut être faite par cet architecte magnifique qu'est l'État. L'État qui peut avoir un levier sur un certain nombre de choses. D'abord, l'État, il doit se rendre compte et doit réaliser que l'art est générateur de revenus matériels et immatériels. On sait très bien qu'il y a évidemment des valeurs qui se font autour de l'œuvre d'art qui peuvent se compter par dollars et peuvent se compter par dirhams, mais il y a d'autres valeurs immatérielles qui se comptent par plutôt des choses telles que la stabilité, telles que le sens de l'esthétique, telles que le sens de valeur. Et ça, il y a besoin de ce pouvoir politique pour appuyer évidemment tous ces acteurs qui doivent le faire. Et un artiste a besoin qu'il y ait une visibilité de son art. Et cette visibilité, elle est actionnée et elle est programmée par la volonté politique et par le pouvoir politique. On sait très bien, par exemple, pour citer des exemples, lorsque nous étions en régime marxiste, on se rappelle très bien qu'il y avait une certaine catégorie d'art qui s'imposait, qui était liée à tout ce qui est matériel, à tout ce qui était guerre, à tout ce qui était évidemment engagement populaire, alors que juste après, il y a destruction de toutes ces valeurs et évidemment le pouvoir politique ayant changé, il a donné une nouvelle orientation à cela. Tout cela pour dire que la médiation dépend fortement de l'orientation politique d'une nation et c'est ce pouvoir politique et c'est cette volonté politique qui en détermine la destinée. Alors, la médiation face aux moyens de communication,
Aujourd'hui, il y a un changement de paradigme. On sait très bien que dans le passé, il y avait l'œuvre d'art qui était accrochée ou qui était présentée, une statue ou une peinture, et c'était l'œuvre d'art qui engageait la communication entre elle et celui qui la regarde et celui qui la voit, et que en fait l'intervention de l'artiste n'était pas là, c'est plutôt cette relation qui se tissait entre l'artiste et l'œuvre d'art, et la communication se faisait directement. Maintenant, il y a un changement complètement de paradigme, parce que l'œuvre d'art a besoin aujourd'hui, surtout dans l'art contemporain, d'être accompagnée d'un discours. Il y a absolument besoin de construire un discours qui accompagne l'œuvre d'art, et l'on voit très très bien des situations des fois ridicules où l'œuvre d'art ne correspond presque à rien du tout, mais c'est le discours qui l'a fait faire. Et c'est là où les médiateurs jouent un rôle extrêmement important. Il y a même des agences de communication aujourd'hui qui commencent à accompagner un artiste pour lui construire un discours qui fait vendre et qui fait avancer son œuvre et l'imposer. Et les exemples sont nombreux au développement du tout début de l'art contemporain, Blanchard et tout le reste. Ils ont fait des choses qui ont secoué, bouleversé un peu l'opinion publique, mais grâce au discours qui a été fait, ils en ont fait évidemment un moyen de faire développer leur œuvre d'art. Donc il y a absolument besoin aujourd'hui d'accompagner l'artiste sur le plan de la construction de son discours. Et là, l'on voit très bien qu'il y a toute une campagne qui est organisée, qui fait recours aux moyens de communication modernes qui sont utilisés. Il y a bien sûr en tout temps comment on appelle ça, les outils de communication communs, classiques. Et il y a la campagne médias, ça peut être radio, presse, télévision, mais il y a surtout les réseaux sociaux et l'implication évidemment de la community management qui est aujourd'hui très développée et qui peut construire une carrière d'un artiste en très très peu de temps. Et donc le pouvoir aujourd'hui de la communication est extrêmement important, et un artiste qui sort sans un accompagnement de communication a peu de chances de réussir et de faire parvenir son discours, ses sentiments, et à faire partager les émotions aux autres publics, parce que le paradigme a complètement changé aujourd'hui. La médiation et la relation avec le public. L'artiste vit un problème et vit une crise, parce que, surtout je parle de l'artiste plasticien, quand il s'enferme dans son atelier et quand il crée une œuvre d'art, il passe par trois stades. Il y a ce premier stade où l'artiste est face à une toile blanche ou face à un amas de pâtes qu'il doit transformer pour en faire une œuvre d'art. Face à cette toile blanche, c'est réellement un stress, parce que il a besoin de se concentrer, il a besoin d'être dedans, et pour y arriver, ça n'est pas toujours facile. Ça peut prendre 5 minutes, comme ça peut prendre une journée, comme ça peut prendre un mois. Il y a des fois où en tant qu'artiste, je n'arrive pas à effleurer, je n'arrive pas à déflorer une œuvre d'art, parce que il y a ce stress qui me bloque. Et puis il y a la deuxième situation, c'est que une fois dedans, une fois à l'intérieur, c'est le bonheur complet, parce que là, il y a une fusion entre l'œuvre d'art et celui qui l'a créée. Et la troisième étape n'est pas plus facile, parce que quand il a terminé, quand il a eu son bonheur, l'artiste, de créer, il se dit: maintenant, je propose ce que j'ai créé au public. Et je partage mes émotions avec le public. Et autant il a beaucoup de pouvoir sur sa création au moment de le faire,
autant il n'a aucun pouvoir sur le public parce que le public à ce moment-là juge et ce sont les intermédiaires, ce sont les médiations qui aident à forger l'opinion, aident à forger les critiques d'art, l'orientation et là c'est très difficile. Et un public évidemment ça s'éduque. J'ai un exemple, lorsque je voulais un jour sortir au public, avoir un contact direct avec le public, j'avais décidé de faire une exposition dans la rue, carrément. Et j'ai fait 2 expériences, une fois à Casablanca, le boulevard Biranzaran, et une autre fois à la côte Sidi Abdelrahman. Et j'avais placé de grandes installations et on m'a dit attention, on va les détruire. Attention parce qu'il y a le vandalisme, etc. Et puis bon, le Marocain ne gère pas une bonne relation avec l'œuvre d'art et c'est très dangereux. Et j'ai couru le risque et j'ai pris 10 grandes installations. J'ai traité du thème de l'environnement et je les ai placées tout au long du boulevard. C'était le Massir al-Khadra, Mchibir Anzara. Et c'est resté là-bas quand même pendant 20 jours. Et au bout de 20 jours, sur les 10 installations, il y a eu 2. Une qui a été cassée le jour où il y avait un match de football et une autre. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris photo des personnes en train de casser évidemment ces œuvres d'art et j'ai eu la chance d'exposer l'année d'après à Bab Arwah et j'ai exposé mes œuvres et l'œuvre cassée et avec les photos des gens qui ont cassé ça et j'ai dit oui, on a espoir à ce que le public va se réconcilier un jour avec l'œuvre d'art et qu'on avait un jugement totalement faux que le public peut évidemment adhérer à l'œuvre d'art. Et l'expérience de Sidi Abdelrahman est encore plus intéressante parce que j'avais fait des genres de pyramides en bois, vides à l'intérieur, et j'avais placé ça tout au long de la côte, et c'est resté 20 jours aussi. Il n'y a pas eu de casse du tout. Il y a eu des gens qui venaient, qui se photographiaient avec l'œuvre d'art. Il y avait une affection qui s'est créée entre l'œuvre d'art et le public, et plus encore, le Muqaddam est venu me dire s'il vous plaît ramassez ça parce qu'on avait des problèmes, parce que les gens entraient à l'intérieur, les SDF, et passaient la nuit. Bon, j'ai raconté ces histoires pour dire que la médiation avec la relation avec le public est extrêmement importante et dans nos têtes on a tendance à exagérer un peu l'incompréhension et l'inadaptation du public à notre œuvre d'art. Nous avons tout simplement besoin d'aller vers ce public, de sortir de nos ateliers et de nous orienter vers lui, de lui offrir quoi consommer comme œuvre d'art et de lui offrir quoi voir et quoi toucher. Qu'il touche, qu'il vienne, et je crois qu'il pourra le faire. Et là, il y a tout un rôle à jouer par les associations. Les associations qui sont là doivent promouvoir la sortie dans la rue, la sortie vers le public et la construction d'une nouvelle image parce que de ce fait-là, ils contribuent à éduquer l'œil et le sens du beau chez le public et ils aident un peu l'artiste à sortir de sa coquille et à mieux communiquer avec le public. Et je crois qu'il y a de l'espoir à ce que ça va dans le bon sens dans notre pays.